Alors, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, chers collègues, chers compatriotes, chers résidents, chers amis de la Principauté, comme vous l'avez compris, donc cette loi de budget rectificatif 2021 va être votée dans quelques instants. Au moment de faire le bilan, c'est en effet tous nos points d'accord qui l'emportent sur ce qui fait encore débat ou l'objet d'approches différentes. Je veux parler notamment de certaines décisions toujours en souffrance, parfois de longue date, et que le gouvernement tarde à prendre selon nous. Soyons clairs, il n'y a pas de divergence de fond entre le Conseil national et le gouvernement sur la politique générale menée par l'État monégasque. Les Monégasques et leurs élus, vous le savez, sont très fiers de leur pays et conscients de la chance qu'ils ont de vivre dans ce qui est pour nous, on est peut-être un peu chauvin, mais on peut le dire, le plus beau pays du monde. Ils sont conscients aussi, comme nous, de la période particulière que nous venons de traverser beaucoup mieux que d'autres pays, dans l'union nationale et dans l'unité des institutions sous l'autorité du prince souverain. Pour autant, notre rôle de partenaire institutionnel indépendant du gouvernement et élu par les nationaux nous amène, nous conduit et nous oblige même parfois à formuler des remarques, des propositions ou encore des critiques toujours constructives. Il s'agit pour le Conseil national en permanence de traduire les attentes et les besoins légitimes de la population pour contribuer à optimiser à notre place les politiques publiques et trouver sans cesse les meilleures solutions pour le pays, mises en œuvre ensuite par le gouvernement, toujours sous l'autorité de notre prince souverain. C'est l'esprit de notre Constitution et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil national a été créé. C'est dans ce cadre que nous avons encore, lors de ces débats budgétaires, rappelé que tout n'est pas parfait et que certaines mesures, certains sujets sont donc perfectibles. Ainsi, une très large majorité d'élus n'ont pas voté le chapitre concernant l'usine de valorisation et de traitement des déchets. En effet, Guillaume Rose l'a rappelé, cela fait plus d'une dizaine d'années que les gouvernements successifs n'ont pas tranché, n'ont pas arbitré et donc n'ont pas décidé de façon définitive et planifiée de remplacer l'actuelle usine d'incinération. Celle-ci, comme chacun le sait, est devenue obsolète et son maintien à niveau, plus d'années que de raison, implique d'ores et déjà, selon les chiffres mêmes du gouvernement, un surcoût de 30 millions d'euros que l'on nous demande de voter. Il s'agit de souveraineté nationale, de budget d'investissement considérable de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'avenir, de transition énergétique, de qualité de l'air et donc bien sûr de politique environnementale. Il y a eu à ce sujet dans cette enceinte, sous plusieurs mandats, certains d'entre vous s'en souviennent, des dizaines et des dizaines d'heures de débat. Vous comprendrez donc, Monsieur le ministre, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un mouvement d'humeur de la part des conseillères nationales et des conseillers nationaux, mais d'un signal fort dans le cadre des prérogatives institutionnelles qui sont précisément les nôtres. Nous attendons donc de la prochaine réunion que vous nous avez annoncée avec des représentants de la SMEG et de la SMA qu'elle soit constructive et permette d'établir un nouveau calendrier impliquant une date de décision enfin, puis des étapes de mise en œuvre concrète. Un autre sujet qui a conduit depuis le début de l'examen de ce projet de loi de budget rectificatif à des débats entre nous, c'est bien sûr le sujet du calcul de l'évolution du traitement des fonctionnaires, des agents de l'État et de la commune, ainsi que des retraités de la fonction publique. Ce calcul, décidé sans concertation avec notre Assemblée, puisque nous l'avons découvert sur le siège en séance publique, ce qui est contraire à l'usage, ce calcul donc concerne pourtant un sujet sensible pour de très nombreux compatriotes. Sensible sur le plan social évidemment, mais c'est aussi un sujet qui implique une importante incidence budgétaire. Alors que l'inflation en période de relance post-Covid est attendue à plus de 2%, vous avez retenu une indexation limitée à 1,3%. Tout en tenant compte d'une relative avance des traitements par rapport à l'inflation, dont le montant ne nous a pas été clairement expliqué, nous demandons, dans le cadre de l'examen du budget primitif 2022, à ce que le gouvernement ajuste ce calcul après un débat avec notre Assemblée, à l'appui des derniers chiffres et tendances que nous connaîtrons alors, concernant l'évolution de l'inflation réelle. Si nécessaire, il faudra donc ajuster les crédits prévus en ce sens pour préserver le pouvoir d'achat des fonctionnaires, des agents de l'État et de la commune, ainsi que des retraités de la fonction publique. Ce débat légitime, nous l'aurons, comme il est d'usage, bientôt entre nos deux institutions.
En ce qui concerne les personnels du CHPG, nous avons constaté un grand écart entre les ambitions annoncées initialement lors du lancement des discussions entre la direction et les représentants du personnel au sujet de ce qu'il est convenu d'appeler communément le Ségur de la santé, par analogie avec la France, et les décisions prises à ce jour qui consistent à s'aligner simplement sur l'augmentation française des traitements des personnels hospitaliers pour un montant de 183 € mensuels. Cette seule mesure quantitative, certes appréciable, ne correspond pas à l'ambition affichée au départ pour améliorer les conditions de travail, reconnaître et considérer l'investissement de ces personnels, fidéliser les professionnels et valoriser les expertises métiers afin de pérenniser l'attractivité de ces emplois. Améliorer la qualité de vie au travail, ça peut être aussi prendre des mesures qualitatives qui n'ont pas de coût pour le budget de l'État, comme par exemple la suppression des horaires coupés. Nous formulons donc le vœu que les discussions reprennent dans le cadre d'un périmètre d'action plus large que cette simple mesure quantitative. En effet, au-delà de l'intérêt des quelques 3000 personnels concernés, n'oublions pas qu'il s'agit aussi de maintenir et de développer la qualité de l'accueil et des soins dont bénéficie l'ensemble des patients, sans oublier nos aînés pris en charge dans les maisons de retraite. J'en viens maintenant à un certain nombre de satisfactions au terme de ces débats. Pour le CHPG, justement, nous avons obtenu l'engagement du gouvernement de revoir en conseil d'administration la décision prise sans concertation avec les représentants du personnel de suppression du ticket modérateur pour certains retraités de l'hôpital. Cette mesure mettait potentiellement en difficulté pour la prise en charge de leurs soins des aînés aux pensions souvent modestes. Elle aurait donc constitué un recul social qui n'est pas digne de l'excellence de notre structure hospitalière et plus généralement de notre modèle social monégasque. Après nos échanges, nous ne doutons pas que les représentants du gouvernement iront in fine dans le même sens que ceux du Conseil national et du personnel du CHPG dès le prochain conseil d'administration. En ce qui concerne les comptes spéciaux du Trésor, les fameux CST, la démonstration a été faite dans ces débats que le Conseil national perd avec eux clairement une part de son pouvoir de contrôle des sommes votées et donc de ses prérogatives constitutionnelles. Il s'agit en effet de voter une enveloppe globale qui, en mélangeant diverses mesures laissées à la seule appréciation du gouvernement, ne permet pas au Conseil national de disposer d'une information suffisante pour un vote éclairé. Nous sommes donc satisfaits de l'annonce de la clôture prochaine du compte spécial du Trésor consacré aux réponses apportées à la crise de la Covid, qui doivent désormais être gérées normalement dans le cadre habituel des chapitres budgétaires dont c'est justement le rôle. J'en profite pour souligner à nouveau la réussite collective que constitue la gestion de la crise Covid par notre pays, de façon singulière et mieux que d'autres, tant dans ses aspects sanitaires que sociaux et économiques. Monaco a moins subi que d'autres des mesures de confinement, de fermeture de commerces et de restaurants. Notre pays a mieux que d'autres soutenu ses salariés, ses commerces, ses travailleurs indépendants et ses entreprises. Il faut le rappeler, c'est un passé pas si lointain. Nous sommes satisfaits également des récentes mesures d'assouplissement qui étaient attendues, avec notamment la suppression du port du masque pour tous en extérieur et pour la pratique du sport scolaire en intérieur. Nous sommes confiants pour qu'avec l'amélioration durable des indicateurs sanitaires, notre pays décide bientôt d'en finir avec le port du masque pour les élèves des écoles primaires lorsqu'ils sont assis à leur bureau. Vous le savez, c'est ce que souhaitent aux côtés de nombreux parents les élus des Monégasques. Notre pays a aussi été exemplaire pour se tenir aux côtés des fonctionnaires, agents de l'État et de la commune, mais aussi des agents hospitaliers, en maintenant l'an passé, malgré la crise, et en renouvelant encore cette année leur prime de fin d'année. Elle avait été accordée, cette prime, jusque-là, en période d'excédent budgétaire. L'État a été exemplaire en la conservant malgré le déficit. Peu de pays dans le monde peuvent prétendre faire de même. Mais bien sûr, une autre très grande satisfaction, c'est la poursuite, dans le respect des délais annoncés, de cet historique plan national logement qui va permettre, d'ici la fin de l'année 2023, de bien loger dans leur pays tous les foyers monégasques dont la situation le justifie. Dans l'attente de la livraison des 600 logements neufs en cours de construction,
Les améliorations de l'aide nationale au logement que nous avions demandées ont été mises en place par le gouvernement, permettant à de nombreux foyers de trouver une solution transitoire durant le pic de pénurie de logements d'Aubagnaux que nous connaissons. Sur le plan de la présentation de ce budget rectificatif, nous nous sommes entendus avec le gouvernement sur un résultat finalement beaucoup plus en phase avec la réalité de la reprise économique, avec désormais un budget quasiment à l'équilibre. C'est une question de forme, certes, mais c'est un signal important de confiance adressé aux acteurs économiques, aux résidents et aux investisseurs. Je tiens à souligner que dans ce contexte de reprise économique, la transition numérique a accéléré et produit des avancées significatives, que ce soit en matière de mobilité, de santé, de relations avec les usagers ou de développement économique futur, avec encore récemment le lancement d'un cloud souverain monégasque. En cette période de transition entre une crise mondiale sans précédent et un retour progressif à la normale, le modèle économique et social monégasque a une nouvelle fois fait ses preuves. Notre attractivité est plus que jamais consolidée. Ensemble, il faut continuer d'agir dans l'unité des institutions et la préservation de notre cohésion nationale pour se tourner à présent vers un budget primitif 2022 qui doit être celui de la maîtrise de la crise sanitaire et le reflet d'une relance durable de notre économie. La situation générale actuelle dans le monde et les atouts dont nous disposons à Monaco nous permettent de nous tourner vers les prochains mois avec un optimisme retrouvé. C'est dans cet état d'esprit que nous allons à présent passer au vote de ce projet de loi de budget rectificatif 2021.